Alors, je m'appelle Sabine Mouawad, je suis radiologue et chercheuse à Gustave Roussy. Mon parcours est un peu particulier puisqu'il a démarré au Liban où j'ai fait mes 4 années d'internat à l'université de Balamand avant de venir en France pour me spécialiser davantage. Ici, d'abord, j'ai rejoint l'hôpital Beaujon où je me suis concentrée sur l'imagerie hépatobiliaire, puis j'ai intégré Gustave Roussy pour me former en imagerie oncologique et du sein, qui est vraiment le cœur de ce que je fais. Aujourd'hui, mon activité est principalement orientée vers la recherche translationnelle, c'est-à-dire ce travail qui fait le pont entre la recherche scientifique et la pratique clinique concrète. Ce qui me motive profondément, c'est justement cette idée que ce qu'on découvre en laboratoire ou dans nos études puisse assez rapidement avoir un impact réel sur la prise en charge des patients. Et bien sûr, je continue à exercer en tant que radiologue, puisque garder ce lien avec le terrain, avec les patients, c'est essentiel pour que ma recherche reste ancrée dans la réalité. Quels sont, selon vous, les principaux défis diagnostiques en imagerie oncologique aujourd'hui? C'est une excellente question. Je dirais que le vrai défi aujourd'hui, ce n'est plus tant de détecter une tumeur, on sait globalement bien le faire, mais plutôt d'en extraire une information qui soit vraiment fiable et utile pour guider la décision thérapeutique. Concrètement, ça se traduit par plusieurs enjeux. D'abord, éviter le surdiagnostic. Ne pas alarmer inutilement, ne pas engager un patient dans un parcours lourd sur la base d'une image qui peut prêter à confusion. Ensuite, il y a tout ce qui touche aux nouveaux traitements et notamment l'immunothérapie, qui génère des réponses parfois très atypiques, difficiles à interpréter avec nos critères classiques. Une tumeur qui grossit après une immunothérapie, ça peut vouloir dire que ça marche ou que ça ne marche pas. Ce n'est pas anodin comme distinction. Et puis, il y a un troisième niveau, plus technique. On est de plus en plus submergé par des données complexes issues de l'imagerie fonctionnelle et quantitative. L'enjeu, c'est d'apprendre à les intégrer intelligemment pour qu'elles deviennent un vrai outil d'aide à la décision et pas juste une couche d'informations supplémentaires. Dans votre pratique, quels sont les facteurs contextuels, charge de travail, accessibilité des outils, collaboration pluridisciplinaire, qui ont le plus d'impact sur la qualité des diagnostics? Honnêtement, quand je réfléchis à ce qui impacte vraiment la qualité de mon travail au quotidien, trois choses me viennent immédiatement à l'esprit. La première, c'est la charge du travail. Et je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas assez franchement. Quand le volume de dossiers devient trop important, on reste compétent, bien sûr, mais on perd cette capacité à vraiment s'arrêter sur un détail, à prendre le temps d'une réflexion approfondie. Le diagnostic en imagerie, c'est un acte qui demande de la concentration. Et la concentration, ça ne se décrète pas quand on enchaîne les dossiers. Ensuite, l'accessibilité des outils. Avoir des logiciels performants, des images de qualité optimale, ce n'est plus un luxe. C'est une condition de base pour faire notre travail correctement. Une petite anomalie sur une image de mauvaise résolution, ça peut très facilement passer inaperçu. Et dans notre domaine, ce genre de détail peut tout changer. Et puis, il y a ce qui est, selon moi, l'un des leviers les plus puissants, c'est la collaboration pluridisciplinaire. Quand je discute d'un dossier avec un oncologue, un chirurgien, un radiothérapeute, on ne fait pas que croiser des informations, on confronte des regards, des logiques différentes. Et très souvent, c'est dans cet échange qu'on arrive à une lecture plus juste, plus complète de la situation du patient. Au fond, aucun de ces trois facteurs n'agit seul, c'est leur combinaison qui fait vraiment la différence. Comment intégrez-vous les critères de performance, sensibilité, spécificité, reproductibilité dans le choix et l'utilisation des modalités d'imagerie? Donc, quand on choisit une modèle d'imagerie, on regarde toujours trois choses. La sensibilité pour ne rien manquer, la spécificité pour ne pas se tromper et la reproductibilité pour que les mesures soient fiables, peu importe qui les fait ou quand elles sont faites.
En pratique, ça guide à la fois le choix de l'examen, la façon dont on le réalise et comment on interprète les images pour que les décisions médicales soient solides et sûres. Quelle est l'importance des différentes modalités d'imagerie, IRM, scanner, échographie, dans l'optimisation du diagnostic précoce et du suivi des patients? Ce qui est fascinant avec l'imagerie oncologique, en fait, c'est qu'on ne travaille pas avec un seul outil, mais avec une véritable boîte à outils et chaque instrument a sa raison d'être. L'IRM, par exemple, c'est notre référence dès qu'on veut caractériser finement les tissus mous. Pour un cancer du sein ou de la prostate, elle nous donne un niveau de détail qu'aucune autre technique n'atteint. Le scanner, lui, est un incontournable pour avoir une vision globale. Bilan d'extension, recherche de métastases, suivi de la réponse au traitement, c'est l'outil du quotidien en oncologie. Et l'échographie, souvent sous-estimée. Elle reste irremplaçable pour explorer des lésions superficielles, évaluer des ganglions ou guider une biopsie en temps réel. Ce qui a vraiment changé notre pratique, c'est la capacité à combiner ces techniques intelligemment. On ne choisit plus l'une ou l'autre, on les articule selon le type de cancer, le stade, la question clinique. Et c'est cette complémentarité en fait qui nous permet aujourd'hui de diagnostiquer plus tôt et de personnaliser le suivi. Avez-vous observé des différences notables entre centres ou entre équipes dans l'utilisation des technologies avancées? Oui, bien sûr, et je pense qu'il faut avoir le courage de le dire clairement. Il y a des écarts très réels entre les centres et ils ont des conséquences concrètes sur les patients. Certaines structures disposent d'IRM multiparamétriques de dernière génération, par exemple, de logiciels d'imagerie quantitative pleinement intégrés dans les workflows, et ça change tout en termes de précision et de rapidité. D'autres centres ont des équipements plus limités ou des équipes qui n'ont pas encore eu accès aux formations nécessaires pour exploiter ces outils à leur plein potentiel. Ce n'est pas un jugement, c'est une réalité structurelle, mais ça pose une vraie question d'équité. Deux patients avec la même tumeur peuvent avoir des diagnostics d'une finesse très différente selon l'endroit où ils sont pris en charge. C'est pour ça que la formation continue et la collaboration entre centres sont absolument essentielles pour harmoniser les pratiques. Vu que je viens d'un background un peu, je viens du Liban, j'ai pu voir tout en fait. J'ai eu la chance d'être dans des centres privés, puis dans des hôpitaux publics au Liban, puis je suis venue en France, j'étais dans la PHP à l'hôpital Beaujon, puis dans un centre de référence qui est Gustave Roussy, donc vraiment, j'ai vu trop cette différence. Quel rôle jouent selon vous les protocoles standardisés, guidelines, scores d'évaluation, pour harmoniser les interprétations radiologiques? Les protocoles standardisés, les guidelines, les scores d'évaluation, on pourrait croire que c'est de la bureaucratie. En réalité, c'est exactement le contraire, c'est ce qui nous libère. Quand tout le monde utilise le même langage, les mêmes critères d'interprétation, ça réduit la variabilité entre praticiens, ça facilite les échanges en réunion pluridisciplinaires et ça donne aux patients une garantie que leur dossier sera lu avec les mêmes standards, qu'ils soient à Paris ou ailleurs. C'est le fondement d'une pratique de qualité reproductible et communicable. Selon vous, comment les innovations technologiques, qu'elles soient logicielles ou matérielles, contribuent-elles à améliorer la précision diagnostique et la planification des soins? Les innovations, qu'elles soient matérielles ou logicielles, ont fondamentalement changé ce qu'on est capable de voir et donc de décider. L'imagerie haute résolution nous permet de détecter des anomalies qu'on aurait simplement manquées il y a 10 ans. Et l'intelligence artificielle va encore plus loin. Elle analyse des images avec une exhaustivité qu'aucun être humain ne peut atteindre seul, en repérant des patterns subtils, en fournissant des mesures quantitatives précises. Ce que ça change concrètement, c'est qu'on passe d'une imagerie descriptive à une imagerie qui informe vraiment la décision,
sur le traitement à choisir, sur le moment d'intervenir, sur la façon d'ajuster la stratégie en cours de route. Quelle est, à votre avis, la place de la radiologie quantitative, radiomix, mesure volumétrique, dans l'avenir de l'imagerie oncologique? Le radiomix, les mesures volumétriques, c'est vraiment l'un des domaines qui m'enthousiasme le plus en ce moment. Parce que l'idée, c'est de révéler ce qui est invisible à l'œil nu. Une image médicale, c'est bien plus qu'une photo. Elle contient des milliers d'informations, des textures, des hétérogénéités, des patterns que l'œil humain ne peut pas quantifier. La radiologie quantitative permet d'extraire ces données et de les corréler à des paramètres cliniques, prédire la réponse à un traitement, estimer le risque de progression, voire anticiper la survie. À terme, je pense que ces approches vont devenir un pilier de la médecine personnalisée. Mais attention, elles complètent l'expertise du radiologue, elles ne la remplacent pas. Quels sont les enjeux éthiques ou réglementaires émergents avec l'intégration croissante de technologies IA en radiologie? Oui, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce qu'on a tendance à s'emballer sur les performances de l'IA sans suffisamment s'arrêter sur ces questions. La première, c'est celle de la responsabilité. Si un algorithme produit une erreur diagnostique, qui en répond? Le médecin, le développeur, l'hôpital? On n'a pas encore de réponse claire et c'est un vrai vide juridique et éthique à mon avis. Ensuite, il y a la transparence. Un outil dont on ne comprend pas le raisonnement, on ne peut pas vraiment lui faire confiance en clinique. Il faut pouvoir expliquer pourquoi l'algorithme a mis un signal en évidence. Et aussi, il y a la protection des données, c'est un autre enjeu majeur. L'IA se nourrit de grandes quantités d'informations médicales très sensibles. Et enfin, la validation réglementaire. Ces outils doivent être rigoureusement évalués avant d'entrer dans la pratique. L'innovation, oui, mais pas sans garde-fou. Quels aspects devraient être prioritaires dans la formation continue des radiologues pour répondre aux besoins d'une pratique évolutive? Si je devais définir ce que doit être la formation du radiologue de demain, je dirais trois choses. D'abord, maîtriser les nouvelles techniques. Ça semble évident, mais ça demande un effort constant dans un domaine qui évolue très vite. Ensuite, comprendre les outils quantitatifs et l'IA. Pas forcément savoir les programmer, mais savoir les évaluer, en comprendre les limites, les utiliser de façon critique. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, c'est renforcer la culture multidisciplinaire. Un radiologue qui travaille en silos, c'est un radiologue qui passe à côté d'une partie de sa valeur ajoutée. Comment envisagez-vous l'impact de la téléimagerie et des plateformes collaboratives à distance sur la pratique radiologique de demain? La téléimagerie, c'est une révolution silencieuse qui est déjà en train de se faire. Elle permet de partager une expertise rare à distance, de solliciter un avis spécialisé en quelques minutes et surtout de réduire des inégalités territoriales qui sont aujourd'hui très criantes entre métropoles et zones rurales, entre pays riches et pays à ressources limitées. Mais pour que ça fonctionne vraiment, il faut maintenir des standards de qualité stricts, des images transmises dans de bonnes conditions, des plateformes sécurisées et des radiologues qui travaillent dans des conditions qui ne les exposent pas à un épuisement silencieux. La technologie ne résout rien si les conditions humaines ne suivent pas. Surtout pour les déserts médicaux. Comment voyez-vous l'avenir de l'imagerie oncologique avec l'intelligence artificielle dans les 5 à 10 prochaines années? Dans 5 à 10 ans, je suis résolument optimiste. Je pense qu'on va assister à un changement de paradigme assez profond. L'IA va nous permettre d'extraire des informations beaucoup plus riches des images, de détecter des anomalies précoces que nous ne voyons pas encore, de prédire des réponses au traitement avec une précision inédite. Et je crois qu'on va aussi voir une vraie standardisation des pratiques entre centres, ce qui sera une avancée énorme pour les patients. Mais ce que je veux dire clairement, le radiologue ne disparaît pas dans ce tableau, il évolue.
Il devient le chef d'orchestre d'un dispositif où l'IA amplifie son expertise sans le remplacer. Dans un contexte d'essais cliniques et de médecine personnalisée, comment l'imagerie peut-elle mieux contribuer à la stratification des patients et au suivi des réponses thérapeutiques? Dans le contexte des essais cliniques, l'imagerie est en train de devenir un biomarqueur à part entière, et c'est un changement majeur. Concrètement, grâce à l'imagerie quantitative, on peut caractériser une tumeur avec une précision suffisante pour dire ce patient a plus de chances de répondre à ce traitement que celui-là. On peut suivre l'évolution en temps réel, adapter la stratégie sans attendre des mois. Et dans les essais cliniques, c'est précieux. Pouvoir stratifier les patients dès l'inclusion, identifier les bons répondeurs, détecter précocement une résistance. L'imagerie n'est plus juste un outil de surveillance, elle devient un acteur à part entière de la décision thérapeutique. Docteur Mouawad, merci encore pour votre temps et pour vos réponses, et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup.